Merci Steve et merci aux organisateurs, c'est un très grand honneur que cette invitation. Alors donc je vais commencer sans attendre davantage. Alors donc c'est un exposé fait par un philosophe. Alors sur la philosophie, on va partir de quelqu'un qui s'appelait Bertrand Russell et qui avait dit la philosophie c'est une démarche où on commence par dire des choses tellement triviales que personne ne pensionnerait à les mentionner pour arriver à des choses tellement extravagantes que personne ne peut les croire. Alors je ne sais pas si on ira jusqu'à des choses extrêmement extravagantes, mais donc c'était une manière de vous expliquer pourquoi nous allons partir de choses extrêmement triviales en fait. Une distinction, vous savez, les philosophes ils aiment bien faire des distinctions et commencer par des distinctions très simples. C'est la distinction entre savoir que et savoir comment. Je sais que la Tour Eiffel est un monument de Paris, certains d'entre vous diraient que c'est du savoir déclaratif, où je sais comment me rendre à la Tour Eiffel. Et évidemment, ce savoir est intéressant si je n'ai pas simplement un chemin unique pour aller jusqu'à la Tour Eiffel, mais si, depuis n'importe quel point de l'espace à Paris, depuis le 14e arrondissement ou depuis le 19e, je suis capable d'aller jusqu'à la Tour Eiffel. Donc savoir que et savoir comment. Alors pourquoi rappeler cette distinction? Parce qu'on pourrait se dire que, en fait, dans le présent contexte qui est celui de ce congrès, eh bien, elle a un intérêt parce que on pourrait se dire, Paul sait que ce patient souffre d'addiction, Hélène sait comment essayer de soigner une addiction, donc il y aurait à la fois en psychiatrie du savoir que et du savoir comment, et vous voyez bien que cette manière de réunir les deux, c'est de prendre une certaine position sur une très ancienne question, la médecine, art ou science, et se dire c'est une fausse opposition, nous avons besoin bien sûr du savoir que et du savoir comment dans les disciplines médicales et psychiatriques. Alors si on va un petit peu plus loin, à ce moment-là, la question, ça va être, par exemple, chercher à savoir ce qui explique l'addiction, c'est acquérir du savoir que. Chercher à savoir comment mieux la soigner, c'est acquérir du savoir comment. Et la question qui va se poser, c'est quel est le genre de lien que peuvent avoir les deux et quelle est l'incidence de chacune de ces formes de savoir sur l'autre forme de savoir. Et donc, de ce point de vue, je vais faire cinq propositions. Et j'aborderai la suite à partir de ces 5 propositions. La première proposition, ce serait de dire la valeur des connaissances est déterminée par leur contribution à la réalisation des buts qui nous importent. Donc les connaissances, nous les évaluons par rapport à ce que nous souhaitons en faire et par rapport à des choses qui sont importantes pour nous. Donc les buts épistémiques, et l'explication est un but épistémique particulièrement important, et puis des buts non épistémiques qui sont consubstantiels à la médecine et à la médecine de l'esprit, comme prévenir, contrôler et soigner. Donc les connaissances sont pas bonnes ou mauvaises en elles-mêmes, elles sont surtout importantes par rapport au fait qu'elles contribuent ou qu'elles ne contribuent pas à la réalisation des buts qui nous importent. La deuxième proposition, ce serait de dire que c'est dans cette perspective qu'il convient d'apprécier les neurosciences en psychiatrie. Quelle est leur contribution à une meilleure explication des maladies psychiatriques? Quelle est leur contribution à une meilleure prise en charge des maladies psychiatriques? Et en fait, vous voyez, si on prend par exemple un ouvrage récent comme celui de Karl Deisseroth, qui est sorti en anglais en 2021 et qui a été traduit en français l'année suivante, Karl Deisseroth, vous savez qu'il est directeur d'un laboratoire de neurosciences à Stanford et qu'il a aussi une pratique de psychiatre. Il a un cabinet, il voit des patients. Et donc, il se situe tout à fait à l'interface des deux disciplines. Il écrit donc dans Projection, la promesse des neurosciences s'étend à la perspective de répondre aux défis de la fragilité humaine et de soulager la souffrance humaine. Donc, le matin, il se rend à son laboratoire de neurosciences parce qu'il a en ligne de mire l'idée qu'un jour, tout ce qu'il est en train de faire, ça sera important pour les patients qu'il voit dans son cabinet à d'autres heures de la journée. Alors, je reviens un instant sur cette idée sur l'analyse des promesses scientifiques que j'ai développées dans l'ouvrage auquel Steve a fait allusion tout à l'heure. Je dirais qu'il y a 3 éléments pour qu'il y ait une promesse scientifique. Il faut d'abord, bien sûr, un élément de potentialité, l'identification d'une possibilité dans le futur au vu des connaissances et avancées présentes. Si nous continuons A, eh bien, un jour, nous serons en mesure de, donc il faut que cette potentialité existe, qu'elle soit appréciée positivement. Deuxièmement, il faut un élément d'évaluation positive, il faut que ça soit en lien avec quelque chose à quoi nous tenons, et évidemment nous tenons à la santé mentale par exemple. Et puis troisièmement, il me semble que c'est un élément qui est important aussi, il faut que cette potentialité, elle fasse sens pour quelqu'un qui va s'en emparer. Et je pense qu'une potentialité fait sens s'il y a quelque chose comme des croyances d'arrière-plan ou des engagements d'arrière-plan. Un neuroscientifique, il a des engagements d'arrière-plan par rapport à l'idée d'une certaine connaissance souhaitable du cerveau. Un psychiatre, il a des engagements par rapport à une certaine aide qu'il pourrait apporter à des gens. Et donc, s'il y a des potentialités, ces potentialités, il va être tenté de les faire siennes à partir du moment où elles résonnent avec les engagements d'arrière-plan qui sont les siens.
La troisième proposition, ce serait de dire que c'est une manière, vous voyez, c'est pour ça que je posais un point d'interrogation dans le titre de cette communication, mieux comprendre pour mieux agir, c'est qu'en fait, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, en fait, il ne s'agit pas simplement d'appliquer des connaissances fondamentales, et que très souvent, en médecine, les choses commencent, vous voyez, comme dans les romans, on est déjà dans la thérapeutique, il y a des pistes thérapeutiques existantes, on est in medias res, et puis on va chercher à expliquer pourquoi ça marche, et en cherchant à expliquer pourquoi ça marche, eh bien, on va tomber sur de nouvelles pistes. Donc le savoir comment n'est pas nécessairement l'application du savoir que, le savoir comment peut être le point de départ de quelque chose qui serait du savoir que. Quatrième proposition, je dirais qu'il y a deux âges où il y a deux régimes des promesses des neurosciences en psychiatrie. Évidemment, je ne vais pas raconter toutes les relations entre les neurosciences et la psychiatrie sur des dizaines d'années et presque un siècle et demi en une conférence, mais je voulais vous proposer une sorte de schème et de dire que d'un côté, il y avait, et ce sera aussi un peu le plan de l'exposé, il y a longtemps, il y avait avant tout un projet qui était celui avec les sciences du cerveau d'expliquer les pathologies, et je vais vous proposer un petit voyage dans le temps et nous allons revenir un instant sur la neurologie d'autrefois. Et ensuite, aujourd'hui et demain, je dirais qu'il y a aussi et ou surtout le projet de rendre compte des effets des interventions pour éventuellement les reproduire et les amplifier dans de nouvelles formes d'action thérapeutique. Et comme on ne peut pas parler de tout, je me concentrerai sur un phénomène intéressant qui intéresse sans doute un certain nombre d'entre vous, qui s'appelle le retour de la médecine psychédélique dans la psychiatrie contemporaine. Enfin, cinquième proposition, il y a des critères en fait variables de la qualité de la connaissance. La connaissance on ne peut pas simplement dire qu'elle est vraie ou fausse, qu'elle est bonne ou qu'elle est de bonne qualité ou de mauvaise qualité. Elle est en fait appréciable par rapport aux buts qui sont les nôtres. Quand ce sont des buts explicatifs, expliquer les pathologies ou expliquer les effets curatifs, il y a des questions d'adéquation et de pertinence qui se posent. Et quand il s'agit de buts thérapeutiques, il y a des questions qu'on pourrait dire des questions d'exploitabilité de la connaissance. Alors maintenant, je peux vous proposer mes deux étapes. Première étape, intéressons-nous à ce qui se passait il y a très longtemps. Faisons un petit voyage dans le temps, comme du fait de vos spécialités professionnelles, vous n'avez sans doute pas souvent le temps ou l'occasion de le faire, sinon dans vos loisirs. Et revenons à un personnage extraordinaire qui s'appelait donc Theodor Meinert, dont l'assistant à Vienne, à la fin du XIXe siècle, a été un certain Sigmund Freud. Theodor Meinert était donc l'empereur à Vienne des sciences du cerveau, et il a régné pendant assez longtemps sur ce domaine, en lui apportant une contribution importante. Et en fait, pourquoi est-ce qu'il m'intéresse? C'est parce que il symbolisait en son temps les espoirs mis dans les sciences du cerveau et en même temps les polémiques suscitées par l'importation des sciences du cerveau en psychiatrie. Et je voulais revenir sur cet épisode qui était en 1870, il devient chef de la clinique psychiatrique de Vienne, qui était nouvellement créée, et cette position de chef de la clinique psychiatrique à Vienne doit lui ouvrir la voie vers un poste de professeur de psychiatrie. Et un périodique médical de l'époque manifeste son indignation. Comment pourrait-on transformer ce qui n'est après tout qu'un anatomiste du cerveau en une sorte de modèle paradigmatique de ce que la psychiatrie de demain doit être? L'anatomiste peut-il à bon droit se porter candidat pour un poste de professeur de psychiatrie? Sans doute pas parce qu'il a jusqu'ici traité de l'anatomie du cerveau ou parce qu'il se trouve être prosecteur à l'asile municipal, c'est-à-dire quelqu'un qui était chargé de faire des autopsies. Jusqu'ici, M. Meinert n'a rien accompli dans le domaine de la psychiatrie qui lui donne droit au rang de professeur dans ce champ, et si ce que ses partisans affirment devait s'avérer vrai, qu'il va un jour causer un bouleversement majeur en psychiatrie, nous estimons que nous devrions attendre que ce bouleversement se produise et le récompenser seulement ensuite. Voilà. Alors derrière, il y avait ce que vous connaissez dans vos spécialités professionnelles, des rivalités pour obtenir des postes. Ce n'est pas nouveau et ce n'est pas prêt de disparaître. Mais il y avait aussi quelque chose de plus sérieux, qui est la question de savoir. Vous voyez, à gauche, est-ce que nous devons miser sur les neurosciences, qui ne s'appellent pas encore comme cela, disons les sciences du cerveau, pour faire progresser la psychiatrie? Et donc, elles sont porteuses d'une certaine promesse explicative et peut-être d'une autre nature, ou est-ce que nous devons, comme le personnage à droite, qui est donc Karl Jaspers, et qui est donc le modèle encore aujourd'hui d'énormément de philosophes de la psychiatrie, est-ce que nous devons dire qu'en fait ces promesses sont des fausses promesses et parler en fait de mythologie cérébrale? À gauche, vous avez donc quelqu'un qui parie sur les promesses, et à droite, vous avez le philosophe du genre soupçonneux, ou du genre défaitiste, ou du genre nihiliste, qui va dire « mais non, pas du tout, il n'y a pas de promesse, il y a seulement quelque chose qui est purement verbal et qui s'appelle de la mythologie cérébrale ». Et en fait, la raison pour laquelle je vous parle de Meinert, c'est que Meinert était très loin d'être quelqu'un qui était
aveugle aux problèmes extrêmement profonds que posait le fait d'essayer ou de tenter d'introduire quelque chose comme les sciences du cerveau en psychiatrie. C'était quelqu'un qui était absolument conscient du fait que ça posait tout un ensemble de problèmes institutionnels, mais également épistémologiques, et il en a, comme certains historiens récents, comme Katia Günther, l'ont montré, il a essayé d'apporter essentiellement 2 solutions en étant parfaitement conscient du problème. La première solution, c'était de se dire qu'il fallait en fait ajuster la description anatomo-physiologique à la description psychologique, c'est-à-dire essayer de voir dans le cerveau un appareil à fabriquer la dynamique de la vie mentale. Et pour cela, il fallait donc être guidé quand on regardait le cerveau. On n'allait pas voir simplement des fibres, on n'allait pas voir simplement des régions, on allait voir quelque chose qui devait être pensé par rapport au fait que, in fine, il fallait que ça ait un rapport avec la description psychologique. Et voilà comment Meinert se représente fondamentalement le cerveau. Et ce qui m'intéresse, c'est que cette planche, en fait, elle est de Meinert lui-même, mais elle représente une idée qu'il a exprimée pour la première fois sur la structure du cerveau dans un contexte qui est celui d'un manuel de psychiatrie en 1865. Donc, fondamentalement, pour Meinert, il y a 2 sortes de fibres à l'intérieur du cerveau humain. Il y a les fibres de projection, comme ici, la corona radiata, qui relie les récepteurs sensoriels et le cerveau, qui permet donc au cerveau de prendre connaissance de l'état du monde environnant. Et puis il y a par ailleurs, à côté des fibres de projection, il y a les fibres d'association, qui sont en fait les conditions de la dynamique de nos pensées. Et donc, en fait, faire de l'anatomie, c'est pas simplement faire de l'anatomie, c'est essayer de comprendre les conditions de la dynamique de l'association des idées et de la vie mentale. C'est donc essayer déjà, c'est une première stratégie pour essayer de relier ce qui relève des sciences anatomiques et des neurosciences et ce qui relève en fait ultimement des sciences de la pensée et éventuellement de leurs applications cliniques. Et deuxièmement, la deuxième solution envisagée par Meinert, c'était de se dire, eh bien, il faut faire le chemin inverse, il faut adapter la description clinique, c'est-à-dire la cible de l'explication, pour arriver à en rendre compte dans le langage des sciences du cerveau. Il faut essayer de créer des catégories dont les sciences du cerveau seraient capables de s'emparer et dont elles seraient capables de fournir des explications. Et cette deuxième solution, il l'a développée. On dit parfois qu'il ne voyait pas de patients et qu'il ne s'intéressait pas aux patients. Ça n'est pas vrai. Si vous regardez les leçons cliniques de 1890, eh bien, l'idée, c'était par exemple d'introduire une nouvelle catégorie qu'il appelle lamentia ou confusion, qui est une condition médicale où justement la pensée est désorganisée et où l'association des idées se défait, où cela conduit à des symptômes comme les identifications erronées. Et un point intéressant, d'ailleurs, c'était de dire que donc si cette confusion s'explique, elle s'explique par un trouble qui concerne les fibres d'association, mais ce trouble était pensé par Meinert comme un trouble plutôt fonctionnel que structural, et donc c'était une manière de dire que, eh bien, c'était normal si on ne voyait rien du point de vue de l'anatomie pathologique, parce qu'il y a des troubles, il y a des maladies qui allaient échapper au regard de l'anatomie pathologique et qui pourtant étaient parfaitement explicables avec les ressources de neurosciences plus développées. Et d'ailleurs, Meinert pensait qu'il s'agissait d'un trouble lamentia venait d'un trouble de la nutrition du cerveau, ce qui vous ramènera peut-être à des exposés que vous avez eus pendant ce congrès. La nutrition déjà, la nutrition en arrière-plan du dysfonctionnement de l'association des idées dans le cerveau meinertien. Alors, qu'est-ce qu'il faut en retenir ? Eh bien, il faut en retenir tout simplement que Meinert cherche à convaincre le psychiatre de son temps de ceci, que les sciences du cerveau doivent être considérées comme une ressource canonique de la psychiatrie. S'il y a un bénéfice explicatif, alors ça vaut la peine pour le psychiatre de cesser d'être un psychiatre pur et de s'intéresser à l'apport éventuel des sciences du cerveau. Il faut s'intéresser aux promesses explicatives et éventuellement à des promesses d'une autre nature. Et deuxièmement, la psychiatrie, ce ne sera pas simplement un domaine connexe, ce ne sera pas simplement une autre population de patients, ce sera un indice de la maturité relative des sciences du cerveau. Plus les sciences du cerveau seront développées, auront atteint un seuil de positivité dans la perspective proposée par Meinert, plus elles auront des choses à dire en psychiatrie ou aux psychiatres.
Alors évidemment, je ne voudrais pas aller trop loin sur la thématique du précurseur. Je ne voudrais pas vous dire que Meinert est quelqu'un qui faisait des neurosciences computationnelles avant l'heure. Mais en revanche, je pense que si vous regardez certains développements de la connectomique aujourd'hui et de son application en psychiatrie, si vous regardez des gens qui vont en fait analyser le connectome cérébral et s'intéresser particulièrement à ces hubs et se dire ensuite que ce sont des problèmes liés à ces hubs et au rôle qu'il cesserait de jouer, qui aurait un rôle par exemple en schizophrénie, il y a des gens pour soutenir que la schizophrénie c'est une forme de hubopathie, eh bien je dirais qu'on se retrouve dans une sorte de réappropriation de l'héritage de Meinert, avec évidemment un contexte intellectuel tout à fait différent, des outils mathématiques auxquels Meinert n'avait pas songé, mais en fait cette manière de vouloir penser la psychiatrie à l'intérieur des neurosciences, c'est quelque chose dont on voit que cela réapproprie aujourd'hui quelque chose qui a à voir avec le projet qui était le sien. Alors maintenant, aujourd'hui, on va évidemment pas parler de tout, mais j'aimerais surtout parler des choses qui n'ont d'une certaine manière pas d'antécédent du côté de ce dont je viens de parler avec la grande tradition de la neurologie et de la neuropsychiatrie viennoise et austro-allemande. J'aimerais me déplacer vers justement ce qui n'était pas présent dans ce genre de tradition de recherche. Et je dirais que dans ce cas-là, il y a un autre régime explicatif auquel nous avons affaire. Il ne s'agit plus d'expliquer des mots, il s'agit plutôt d'expliquer des mieux. Et expliquer des effets améliorants, ce sera une nouvelle cible, il y aura de nouvelles cibles de l'explication à partir du moment où on est capable empiriquement de produire des effets et qu'on se pose des questions sur pourquoi ces effets sont produits et qu'est-ce qui peut les expliquer du côté des neurosciences. Donc des questions comme la question inaugurale dans les années 1950, que doit être le cerveau pour que la chlorpromazine agisse comme antipsychotique? Plus récemment, que doit être le cerveau pour que le propranolol puisse modifier la charge douloureuse du souvenir traumatique? Une question qui m'a beaucoup intéressé ces dernières années, mais dont je ne parlerai pas en détail aujourd'hui. Et la question que je vais retenir plutôt, que doit être le cerveau pour que la médecine psychédélique soit prometteuse? Alors, il suffit de parcourir la littérature récente pour voir l'adjectif prometteur revenir dans énormément d'articles associés à l'usage de la psilocybine en particulier ou associés à l'usage des psychédéliques en général. Et donc évidemment, je m'intéresse à l'usage de cet adjectif prometteur. Mais prometteur pour qui? Est-ce que c'est prometteur uniquement du côté du psychiatre et du clinicien ou est-ce que c'est également prometteur du côté des neurosciences? Alors, sur cette question, puisqu'on parle de retour des psychédéliques, il y a une grande question d'arrière-plan, qui est la question du pourquoi de cette renaissance. Et cette question est en un sens, elle est extrêmement complexe, mais en un autre, il me semble on pourrait la ramener à des considérations extrêmement simples. Bien sûr, on pourrait dire qu'en 2006, il y a eu la fameuse étude de Griffiths sur les expériences positives que les gens pouvaient avoir avec la psilocybine, mais on pourrait prendre tout un ensemble de repères dans le paysage contemporain, mais il me semble que l'une des choses les plus importantes pour le retour de la médecine psychédélique, et ça a été bien pointé, même si on pourrait le faire peut-être encore plus explicitement par Ben Sessa dans son ouvrage de 2012, c'est qu'en fait, les psychédéliques n'avaient pas été abandonnés parce qu'ils n'avaient pas tenu leurs promesses. Les psychédéliques avaient été abandonnés pour des raisons contextuelles, alors qu'on n'était pas allé au bout de la recherche et qu'on ne savait justement pas ce que l'on pouvait en faire et si on avait des raisons d'y renoncer ou des raisons de poursuivre. D'une certaine manière, pourquoi la renaissance des psychédéliques? C'est tout simplement que la question des promesses qu'ils portaient n'était pas réglée. Elle n'était pas réglée parce que les recherches avaient été abandonnées et comme on dit en anglais, the jury is still out. Nous avons encore à nous prononcer sur la question et voilà pourquoi il fallait se réemparer de la question. C'est que tout simplement, elle avait été suspendue sans avoir été tranchée. Et il me semble que cet arrière-plan, qu'on peut essayer de s'expliquer cette renaissance en tenant compte de cet élément. Il y avait eu une panique morale, mais la panique morale, ce n'est pas des raisons d'abandonner. Et donc, s'il n'y avait pas de raison d'abandonner, alors on pourrait réouvrir la question. Alors, l'importance de ce retour, elle me paraît considérable du côté des neurosciences pour au moins 3 types de raisons. La première, c'est que si les effets de substances comme la psilocybine sont des effets positifs et améliorants, ça va en fait amener les neuroscientifiques à reconsidérer des choses qu'ils savaient déjà.
Et donc, d'une certaine manière, s'il y a des promesses thérapeutiques, ça va amener à reconsidérer des connaissances qu'on croyait stabilisées, mais qu'on va voir dans une autre perspective. Par exemple, dans la littérature, on vous dira que Wollenweider est celui qui a mis en évidence l'importance des récepteurs 5-HT2A dans l'action de la psilocybine sur le cerveau humain. C'est exact, mais il faut jamais oublier qu'en fait, Wollenweider, quand il avait écrit ça, en fait, il s'intéressait à la psilocybine comme une manière d'essayer de reproduire les symptômes de la schizophrénie, et donc il était dans une perspective où il n'était absolument pas question de thérapeutique. Il était question de chercher une alternative à la conception dopaminergique de la schizophrénie, et donc il s'intéressait, pour cette raison, aux récepteurs de la sérotonine. Donc à partir du moment où on a des perspectives thérapeutiques nouvelles, alors la question de ce que font les récepteurs 5-HT2A change complètement de perspective parce que ce qui en dépend n'est plus décrit du tout de la même façon. Donc l'importance de ce retour du point de vue de la thérapeutique et de la recherche en psychiatrie, c'est une importance qui est liée non pas simplement au fait qu'on va essayer d'acquérir de nouvelles connaissances, mais que celles qu'on en avait déjà vont être placées dans une autre perspective. Deuxièmement, s'il y a des effets significatifs, alors il y aura une gamme d'explananda en neurosciences, donc de choses qu'il faut expliquer tout simplement. C'est quoi le cerveau sous LSD, c'est quoi le cerveau sous psilocybine? Ces questions redeviennent importantes si on a un bénéfice thérapeutique éventuel. Et troisièmement, connaître les mécanismes sous-jacents, c'est évidemment se promettre des thérapies psychiatriques innovantes. Si on connaît mieux les bases de l'action de ces substances, alors peut-être que l'on pourra concevoir des manière d'agir qui soit elle-même évoluée à partir des psychédéliques classiques. Alors évidemment, il ne faudrait pas, quand on aborde ces questions, voir les choses d'une manière un peu naïvement neuro-enthousiaste, comme si tout d'un coup les neurosciences arrivaient et tout était clair. Évidemment, quand les neurosciences arrivent, tout est déjà beaucoup plus compliqué et il faut commencer par mesurer cette complication avant d'essayer de voir où cela pourrait nous mener. Premièrement, si on consulte la littérature, on va avoir des modèles rivaux de l'action des psychédéliques, et donc dans le cerveau, on va avoir des suspects différents. On va pointer du doigt des régions qui sont différentes, et encore là, je ne parle que des neurosciences des circuits, je ne parle pas de neurosciences plus fondamentales. Donc on aura par exemple un modèle CSTC qui met l'accent sur les relations entre le cortex, le striatum, le thalamus. Vous avez le fameux modèle Rébus, dont je vais redire un mot après, qui insiste sur les psychédéliques en tant qu'ils seraient capables de lever, de suspendre l'action des croyances d'arrière-plan et de rendre davantage sensibles aux signaux bottom-up. Et puis vous avez des modèles comme le modèle CCC qui insiste sur l'importance du claustrum. Donc vous avez des modèles rivaux et donc vous avez un état de la discussion qui est vraiment quelque chose qui est de l'ordre de la discussion. Deuxièmement, il y a une chose qui me paraît importante aussi, c'est qu'en fait, tous ces modèles sont là pour expliquer, mais pour expliquer quoi exactement? On a l'impression parfois que suivant les moments dans l'explication, la cible change. Et comme la cible est mouvante, la question de savoir si ces modèles sont bons ou mauvais va changer de nature suivant les contextes. S'agit-il d'expliquer les hallucinations des gens qui ont pris de la psilocybine? S'agit-il d'expliquer leurs expériences mystiques, plus largement avec la fameuse dissolution du moi? Est-ce qu'il s'agit d'expliquer tout simplement la manière dont l'action locale sur certains récepteurs devient une action globale? Et donc les changements, ce qu'il faut expliquer à ce moment-là, c'est les changements qui affectent le cerveau exposé aux psychédéliques. Faut-il expliquer la modification positive de l'humeur, le fameux afterglow, ou faut-il expliquer proprement et spécifiquement les effets thérapeutiques en psychiatrie? Vous voyez que s'il y a plusieurs cibles possibles, il y a sans doute plusieurs façons d'apprécier les mêmes modèles en tant qu'ils proposent des pistes pour des explications. Alors, pour simplifier et pour essayer d'organiser la réflexion, je vous proposerai d'opposer deux rationalisations de l'action des psychédéliques. D'une part, et ces deux rationalisations, ce qui m'intéresse, c'est que ce ne sont pas seulement des rationalisations de l'action des psychédéliques, ce sont aussi des manières de concevoir la maladie mentale et des manières de concevoir la manière dont on pourrait remédier à la maladie mentale. À gauche, la maladie mentale est affaire de croyances pathogènes. Et si vous croyez que la maladie mentale est affaire de croyances pathogènes, vous êtes du côté de modèles comme le modèle Rébus. À droite, vous pensez que la maladie mentale est affaire de réduction de la flexibilité du comportement, de rigidification des habitudes.
Et là, vous allez être davantage du côté de gens comme Olson. Vous allez avoir une autre idée d'arrière-plan de ce que fait fondamentalement la maladie mentale aux individus qui sont en proie à celle-ci. Et donc, vous aurez à ce moment-là une opposition entre l'idée que les croyances pathogènes sont fixées dans les réseaux cérébraux. Ce que vous allez chercher à expliquer, c'est comment les croyances pathogènes sont réalisées cérébralement. Ou alors, si vous êtes dans l'autre idée, celle qui est présente sur ma diapositive à droite, vous allez chercher à vous comprendre comment ces habitudes préjudiciables sont fixées dans le cerveau. Et à ce moment-là, vous aurez deux idées possibles de l'action des psychédéliques, et vous allez vous dire, soit premièrement, c'est parce qu'ils fluidifient les croyances que les psychédéliques sont thérapeutiquement intéressants, mais en ce cas-là, vous allez faire jouer un rôle énorme aux expériences subjectives et aux croyances des individus dans l'action des psychédéliques, donc les fameux effets subjectifs vont être absolument essentiels pour vous, ou bien vous allez vous dire les psychédéliques sont prometteurs parce qu'ils restaurent en fait la plasticité des circuits qui contrôlent le comportement, et vous aurez une toute autre compréhension de la manière dont ils agissent et dont il faudrait les développer. Alors, attardons-nous un instant sur chacune de ces deux rationalisations. Si vous avez quelque chose comme le modèle Rébus, eh bien vous avez un modèle qui me paraît être d'un modèle davantage cognitif que neurocognitif, car en effet, pour expliquer dans ce cas de l'action des psychédéliques, relâchement des croyances, on doit accepter beaucoup de théories. Freestone, qui est l'un des auteurs de ce modèle, est quelqu'un qui est un très brillant théoricien, et assigner une fonction, à savoir la fixation des croyances, au système dont l'action des psychédéliques suspend ou modifie le contrôle, ce qui est assez difficile, me semble-t-il, à établir et à confirmer. Et de plus, l'exploitabilité des connaissances qu'on obtient ainsi est assez faible, puisqu'il s'agit en fait de rendre compte de l'action des psychédéliques actuels et pas du tout d'essayer d'en concevoir de nouveaux. Et ensuite, si on essaye de comprendre ce dont parle un modèle comme celui-ci, ce que font les psychédéliques, c'est la suspension des croyances, en fait, ça va avec une certaine idée de la pathologie mentale, et le cadre proposé est sans doute séduisant pour des choses comme la dépression, mais est-ce que, par exemple, nous allons expliquer l'addiction par une croyance enracinée du sujet relative à l'impossibilité pour lui de ne pas être addict? Est-ce qu'il suffirait de suspendre cette croyance sur le thème « je ne peux pas être autre chose qu'un addict » pour avoir des effets positifs? L'effet thérapeutique des psychédéliques est-il la dissolution du rôle principiel de cette croyance? On pourrait penser que la croyance « je ne peux pas être autre chose qu'un addict » est une croyance en fait qui est simplement une rationalisation de ce que les gens vivent et pas du tout la raison pour laquelle ils sont enfermés dans leur addiction. Donc il me semble que cette idée de tirer les choses du côté des croyances et de la dissolution des croyances pose un certain nombre de difficultés, quel que soit le caractère brillant des gens qui ont proposé ce modèle. De l'autre côté, si on met l'accent sur la plasticité, eh bien, on va accorder moins de poids à l'expérience dans l'action curative, mais aujourd'hui, on est beaucoup du côté de tentatives pour développer de nouvelles stratégies thérapeutiques. Si on utilise la psilocybine dans un modèle murin de la dépression, les effets positifs durables sur le comportement peuvent être tenus pour analogues à ceux de la psilocybine chez les humains souffrant de dépression. C'est une étude très étonnante de Ibike en 2020. Or, je cite un passage assez savoureux de cette étude, il est peu vraisemblable qu'ils, les rats, soient capables de replacer leur expérience subjective dans le contexte de leur vie et d'utiliser cette connaissance à des fins thérapeutiques pour améliorer leur état subjectif. Donc, en gros, ils sont pas en train de réfléchir, il est peu plausible qu'ils soient en train de réfléchir introspectivement sur le fait que cette expérience mystique était géniale, et c'est grâce à ça que ma vie a pris un sens extraordinaire et jusque-là inconnu de moi, et c'est cela qui les replacerait sur la voie, c'est là ça qui les placerait sur la voie de la guérison. Il n'y a sans doute pas de Michael Pollan parmi les rats et les souris. Voilà. Donc, en revanche, la base des effets antidépresseurs chez les humains serait en son noyau de nature biologique, c'est ça qui est proposé dans ce genre de littérature, c'est-à-dire en particulier prolifération cellulaire, connectivité synaptique accrue, effet anti-inflammatoire et bien sûr croissance des épines dendritiques. Nous avons un spécialiste de la croissance des épines dendritiques dans la salle et donc je voulais le saluer au passage. Alors, en fait, ce qui m'intéresse dans cette deuxième manière d'approcher les choses, c'est qu'ici, le savoir comment a un lien étroit avec la qualité du savoir que. Est-ce qu'il y aurait donc deux manières de se figurer les choses? Est-ce qu'on tente plus de choses dans la vie parce qu'on va mieux? Et à ce moment-là, la conséquence qu'il faudrait en tirer, c'est qu'il faut améliorer l'état subjectif des gens. Ou bien, est-ce qu'on va mieux parce qu'on est capable de tenter plus de choses? Et dans ce cas-là, il faudrait augmenter plutôt la plasticité du comportement. Et donc, ce qui me paraît intéressant, c'est que les gens qui sont du côté de les psychédéliques sont prometteurs parce qu'ils développent une forme de neuroplasticité, se situent
du côté de deux, du côté de l'idée qu'il faut augmenter la plasticité du comportement. Et donc, Ibike, dans son étude, Olson, bien sûr, et puis l'étude très étonnante de Cameron, avec des essais précliniques avec le tabernantalogue, qui est un nouveau produit qui est en fait un analogue non hallucinogène de l'ibogaïne, suggère en fait que 2 est plus prometteur que 1. Et donc, dans ce cas-là, développer et contrôler de nouvelles interventions. Qu'est-ce que c'est que dans des essais précliniques, un produit qui est non hallucinogène? C'est quand même assez difficile de savoir quand est-ce qu'une espèce non parlante n'hallucine pas, mais on peut essayer de s'en donner de se faire une idée de ceci et de l'améliorer. Donc développer et contrôler de nouvelles interventions, développer le savoir comment, permet de préciser ce qu'est le mode d'action des psychédéliques et de choisir un chemin vers la santé mentale. Donc dans ce cas-là, ce qu'on essaye de faire, c'est de combiner un surcroît d'intelligibilité et une très forte exploitabilité des connaissances. Donc pas simplement rendre compte des faits existants, mais essayer d'en concevoir de nouveaux qui n'auraient pas les inconvénients de ceux que l'on possède déjà. Alors il y a bien sûr dans ce champ un énorme débat sur est-ce qu'on peut avoir les effets thérapeutiques sans les effets subjectifs, ou est-ce que les effets subjectifs sont, comme les fameuses expériences mystiques, sont épiphénoménaux, ou est-ce qu'ils conditionnent en tout cas la totalité ou l'amplitude complète des effets thérapeutiques. C'est un débat extrêmement profond, mais il me semble que ce débat n'est pas un débat purement empirique sur qu'est-ce qu'on va trouver, c'est un débat plus profond sur, en fait, ce qu'on cherche à faire et sur deux conceptions rivales de la cure. Je pense qu'il y a des gens comme Roland Griffiths, qui a fait énormément pour le retour de cette médecine psychédélique, qui pense que, fondamentalement, la guérison de l'esprit passe par la guérison par l'esprit. Et donc, il faut qu'il y ait un retour sur soi pour que le médicament produise un effet, pour que la substance produise un effet. La frontière entre médecine et des formes traditionnelles de sagesse doit en fait s'estomper. Il s'agit d'un projet dans lequel la médecine scientifique rejoint autre chose, quelle que soit la manière dont on doit caractériser cette autre chose, ou bien, une autre conception qui s'oppose à la précédente. La guérison de l'esprit n'est pas nécessairement une guérison par l'esprit. La médecine psychédélique, c'est une médecine qui s'adresse d'abord au cerveau, et la médecine psychédélique efficace doit se distinguer en fait du registre de la quête spirituelle. Ce n'est pas que la quête spirituelle, ça soit mal en soi, mais c'est fondamentalement autre chose. Et une médecine psychédélique adulte, c'est une médecine psychédélique qui devrait, dans cette deuxième conception de la cure, se distinguer toujours davantage de la quête spirituelle. Voilà. Alors, je vais vous présenter mes conclusions. Première chose, le problème épistémique central, quand on parle de recherche en psychiatrie et en neurosciences, n'est pas, me semble-t-il, où est la vérité. Le problème épistémique central, c'est un problème à la fois très abstrait et très concret que nous rencontrons tous chaque fois que nous avons à faire ce qu'on appelle dans le jargon de l'évaluation. Nous sommes tous les évaluateurs les uns des autres, et c'est une chose terrible dans notre vie de chercheurs. Et la grande question, c'est toujours quelle recherche encourager et sur la base de quoi. Et en 2023, je constate, hélas, qu'il y a tant d'évaluations absolument irraisonnées et aveugles. Et nous avons si peu de temps, en fait, pour faire de la réflexion sur ce qui mérite d'être soutenu, sur les critères à retenir et sur les conditions de ce qu'on pourrait appeler le développement durable de la science. C'est-à-dire non pas simplement faire des coups que chacun aura oublié demain, mais essayer de développer quelque chose durablement, ce qui me paraît tout de même plus intéressant. La deuxième chose, c'est que, qu'est-ce qu'il faut développer ? Eh bien, la réponse, elle est toujours la même depuis ce philosophe qu'en France on s'obstine à ignorer, qui est Stuart Mill, au XIXe siècle. Qu'est-ce qu'il faut développer ? Toujours la même réponse, ce qui a de bonnes conséquences. Fondamentalement, ce qui doit être encouragé, c'est ce qui a de bonnes conséquences. Et Stuart Mill, d'ailleurs, il était partisan de ce qu'il appelait les experiments in living, les nouvelles formes de vie, et d'essayer de voir ce qu'on pourrait, comment les hommes pourraient vivre. Et donc, je dirais que tout ce qui peut avoir des conséquences significatives sur les possibilités de vie, pas simplement des chimères, pas simplement des projets très vagues, mais tout ce qui peut aider les gens à vivre mieux, eh bien, nous avons vocation à essayer d'abord de le repérer, d'identifier cela et deuxièmement à l'encourager. Donc je pense qu'on peut avoir un cadre général de qu'est-ce qui mérite d'être développé. Eh bien fondamentalement ce qui a de bonnes conséquences pour la connaissance bien sûr, mais aussi pour la vie des gens. Et après il faut essayer d'affiner les critères pour choisir ceci plutôt que cela. Autre élément de conclusion, je dirais que depuis toujours la psychiatrie est une profession en quête de légitimité. Elle se cherche
quant à ses bases institutionnelles et scientifiques. Et donc un problème qui est là depuis toujours, c'est identifier les ressources dont elle a besoin pour mener sa mission à bien, les ressources épistémiques adéquates. Et ça, c'est un processus en cours, avec une harmonisation des points de vue qui est toujours inachevée, avec ce que ça a de bien, à savoir que les gens, dans des conflits, essayent de présenter leurs meilleurs arguments, et avec ce que ça a de moins bien, évidemment, quand ces conflits prennent une mauvaise tournure. Et c'est dans ce cadre, je pense, qu'il faut penser l'apport des neurosciences en psychiatrie. Et de ce point de vue, il peut y avoir deux rôles possibles pour la philosophie. L'un, c'est inviter à abjurer les neurosciences, car vous savez bien qu'il y aura toujours des philosophes pour vous dire « elles manquent l'essentiel, elles manqueraient l'essentiel ». Mais parfois, je ne comprends pas très bien ce qu'ils appellent l'essentiel. Si les gens vont mieux parce qu'on on a agi sur leur cerveau, je ne vois pas pourquoi il y aurait un problème de principe avec ça. Il y a juste à réfléchir sur ce qu'on fait. Ou bien un autre rôle possible pour la philosophie, c'est de réfléchir et de contribuer à la réflexion sur les conditions d'adéquation et d'amélioration de l'intervention des neurosciences en psychiatrie. Alors, en fait, je pense que très souvent, le problème est que les neurosciences sont indissociables d'une sorte de métaphysique cérébrale. C'est quoi la métaphysique cérébrale pour vous, dont la métaphysique n'est pas le métier? Fondamentalement, c'est l'idée qu'on ne pourrait pas s'intéresser aux neurosciences si on ne se définissait pas nous-mêmes comme des cerveaux. Or, je crois que nous mesurons plus que 10 cm, une dizaine de centimètres, nous pesons un peu plus que 1,5 kg, quelque chose comme ça. Donc il y a sans doute de bonnes raisons de penser, il y a sans doute de bonnes raisons de penser que nous ne sommes pas en fait des cerveaux. Mais c'est pas parce que nous ne sommes pas des cerveaux, nous sommes plutôt des animaux. Une manière de le dire, c'est la manière dont le dit Olson dans son livre. Nous sommes plutôt des animaux. Si nous sommes des animaux, alors les cerveaux que nous avons comptent énormément pour la manière dont nous vivons bien ou mal notre vie d'animaux. Et alors nous allons nous intéresser au cerveau sans du tout penser que le cerveau c'est nous, mais simplement il compte énormément pour la manière dont nous menons nos vies. Et c'est pour cela que nous allons nous intéresser à lui. Donc nous n'avons pas besoin de penser que le cerveau c'est nous pour nous intéresser aux neurosciences. Nous pouvons très bien nous intéresser aux neurosciences dans un cadre différent. Et enfin, pour terminer, je voulais vous montrer cette image. Je voulais vous montrer cette image parce qu'elle me paraît extrêmement importante et il y a un message contenu dans cette image. En fait, cette photographie a été prise par un ethnographe, un des premiers ethnographes du monde amérindien, qui s'appelait James Mooney en 1893, et je dois la connaissance de cette image à un spécialiste de l'histoire culturelle de la psychiatrie et des drogues qui s'appelle Mike Jay. En fait, le personnage important sur cette image, c'est la seconde personne assise à gauche, qui s'appelait Quanah Parker. Et Quanah Parker avait pris le titre de chef des Comanches. Et en fait, Quanah Parker était un déçu de quelque chose qui avait beaucoup compté pour les Amérindiens après l'arrivée des colons, c'était la danse des esprits. Et la danse des esprits, c'était un mouvement messianique qui portait une promesse, mais cette promesse était celle d'un miracle, celui du départ des colons américains. Une promesse qui s'est révélée illusoire et qui a amené en fait à des bains de sang. Et donc, Quanah Parker avait voulu remplacer la danse des esprits par la cérémonie du peyote, c'est-à-dire la consommation rituelle de la mescaline. Donc, il avait voulu en fait remplacer la fausse promesse qui, n'étant pas tenue, conduisait au désespoir, par une promesse mieux à même d'être tenue, celle de l'acquisition du pouvoir d'une transformation et d'une guérison intérieure par la cérémonie du peyote. Alors, pourquoi est-ce que je voulais vous diffuser cette image? Parce que je dirais que les Comanches nous regardent en fait. Les Comanches nous regardent, et ils regardent en nous ceux qui ont noué une autre relation que la leur entre la connaissance, la souffrance humaine et la promesse de la guérison de l'esprit. Et la question qu'ils nous posent est, la science et la technologie sont-elles, dans quelle mesure et comment, capables de rendre les hommes plus forts face à l'adversité et face au mal-être? Peuvent-elles tenir la promesse de la guérison de l'esprit? Et si elles le peuvent, est-ce par une sorte de chimie cérémonielle qui serait l'équivalent de la cérémonie du peyote? Donc nous aurions notre chimie cérémonielle comme ils ont la leur, ou bien est-ce que c'est en demeurant dans un cadre strictement scientifique, sans exploration intérieure nécessaire, sans nécessité d'expérience subjective limite? Et il me semble que c'est une des questions auxquelles nous avons à répondre aujourd'hui. Je voulais encore remercier 3 personnes qui doivent être dans la salle, et je vous remercie pour votre attention.